Alors, on va parler de l'OM, du PSG. On vous donnera également quelques coulisses sur les transferts de Kouzanov et de Dizazi. Mais on voulait également faire un gros plan, Loïc, sur le mercato d'hiver du club qui va affronter l'AS Monaco en barrage de Ligue des Champions. Et oui, Benfica qui a été assez actif au niveau du marché hivernal. On rappelle Benfica qui est deuxième de son championnat à 6 points du rival historique, le Sporting. Et donc pour affronter Monaco, Benfica a plusieurs options, encore plus depuis cet hiver, où ils ont notamment ramené 4 joueurs. On va aller voir l'effectif du Benfica, donc ceux qui ont été inscrits sur la liste Champions. Alors il y a quelques noms qui parlent évidemment, Rafael Di Maria, Renato Sanchez qui est blessé, et on voit donc notamment du côté gauche les nouvelles recrues. Il y a Dal qui est arrivé de la Roma, latéral gauche, il arrivera en doublure d'Alvaro Carreras, l'espagnol. Il y a aussi Bruma, donc que Jérôme, ça doit te parler. Bruma, dans le championnat portugais, Braga. Il a fait les beaux jours de Braga, un joueur extrêmement précieux, extrêmement dangereux. Andrea Bellotti aussi, vous voyez l'attaquant italien, champion d'Europe, qui a passé 7 saisons au Torino sans bouger, et ça fait 2 ans qu'il change de club tous les 3 mois. Et Manu, le milieu défensif, donc qui est à côté de Florentino, qui est arrivé aussi cet hiver. Alors, pourquoi on vous a mis cet effectif ? Parce que, en théorie, c'est celui qui devrait affronter l'AS Monaco, sauf que Bruma, l'une des recrues, est suspendue par l'UEFA pour 2 matchs. Donc Benfica se pose la question qui est, je rappelle, le règlement. On a le droit, les clubs qui ont recruté cet hiver ont le droit d'inscrire 3 nouveaux joueurs dans leur liste UEFA. Benfica en a recruté 4, donc il y en a un qui va sauter, et Bruma apparaît comme le plus probable puisqu'il est donc suspendu pour 2 matchs. Donc soit Benfica l'inscrit quand même, sachant qu'il ne pourra pas jouer face à l'AS Monaco, en se disant si ça passe, il sera disponible après en 8e de finale, soit il décide de s'en passer, mais ce serait dommage quand même parce qu'on connaît le talent du bonhomme. Ça commence la semaine prochaine, les barrages de la Champions League avec Monaco, Benfica et Paris Saint-Germain-Brest, notamment des matchs qui seront à vivre sur la radio RMC, bien sûr. Fabrice Hawkins nous a rejoint, notre monsieur Mercato à RMC Sport. Salut Fabrice. Salut les gars. Avec Salut toi, Fabrice, on va revenir... T'as vu la veste et tout, c'est la grande classe, c'est la grande rendez-vous que j'avais avant. Et pour vous, c'était pas pour RMC Mercato. En plus. Pour Julien Fournier quand même, la veste, bien sûr. Ça lui ferait plaisir. Il fallait me dire que moi j'aurais mis une veste aussi. Tous en veste la semaine prochaine. On parle du mercato de l'OM, Fabrice. L'OM qui a enregistré les arrivées de Bennacer, de Gouiri, de Dedic, les départs de Brassier, Koné et Wai. Mais surtout, ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui, c'est que Marseille a tenté des jolis coups, des gros coups durant ce mercato hivernal qui ne se sont pas réalisés. Oui, effectivement, ils ont tenté plusieurs coups. On pense notamment à l'attaquant Hendrick, l'attaquant brésilien, le jeune attaquant qui joue pas beaucoup à Madrid. On sait que c'est compliqué de jouer entre Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Donc, Mehdi Benatia a appelé son agence, le directeur sportif directeur du football, même c'est son nouveau titre, a essayé de le faire venir à Marseille en prêt. Il a contacté notamment ses représentants. Il a essayé de prendre la température aussi évidemment avec le Real Madrid, mais finalement on lui a expliqué assez rapidement que ça ne pourrait pas se faire. C'était quand même osé de tenter Henrique, quand on sait qu'en plus le Brésilien a répété maintes et maintes fois qu'il veut rester à Madrid, mais ça n'a pas démonté la direction marseillaise. Il y a eu plusieurs autres joueurs, il y a eu Santiago Jiménez, on en a parlé, du Feyenoord qui a finalement signé à Milan. C'était un peu compliqué là aussi parce que ça rentrait pas dans les finances de Marseille, et puis à partir du moment en plus où il a marqué ce doublé en Ligue des Champions, c'était beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de clubs qui se sont positionnés sur lui. Il est allé à Milan du coup. Il est allé à Milan justement après avoir marqué contre le Milan AC en Ligue des Champions. Il y a eu Marcus Rashford aussi de tenter par Marseille. Ça aussi c'est un joli nom. Il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui. Il y a eu pas mal de tentatives comme ça, et ce qu'on voit en fait, c'est que on tente beaucoup de choses du côté de Marseille, et notamment de Mehdi Benatia. Il a un carnet d'adresse qui est monstrueux. Il n'hésite pas à appeler même quand c'est quasiment injouable. Il essaye en tout cas de convaincre les joueurs. Exemple avec Mathys Tel qui était prêt à rejoindre ce projet-là, enfin qui a dit non, mais pas parce qu'il ne souhaitait pas travailler avec Mehdi Benatia, Pablo Longoria, etc., mais plus parce qu'il souhaitait aller en Angleterre en Première Ligue. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là, mais il a été lui aussi séduit par le discours du dirigeant marseillais, et moi ce que j'ai envie de voir finalement, c'est Marseille la saison prochaine, sur le mercato d'été,
s'ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense qu'il y a vraiment du beau monde qui peut arriver, parce qu'encore une fois, il y a un canal d'adresse, il y a un savoir-faire, et surtout, il y a une audace de la part des dirigeants marseillais qui me fait dire que ça peut être un mercato très intéressant. Aymeric Laporte également, ils ont tenté le coup, les dirigeants de l'OM ? Oui, ils ont tenté le coup, ils l'ont contacté, lui était chaud aussi pour rejoindre le projet, pour différentes problématiques financières, ça s'est pas fait. C'est un dossier qui va revenir sur la table. Pour Marseille, comme pour pas mal d'autres clubs d'ailleurs dans cette situation-là, ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'il joue la Ligue des Champions, oui ou non, parce qu'évidemment ça change beaucoup de choses au niveau de la surface financière, de joueurs aussi qui peuvent, de l'attractivité tout simplement du club, et s'il la joue, pour l'instant ils sont bien positionnés avec cette deuxième place au classement. Des joueurs comme Aymeric Laporte, qui avait donné déjà un accord de principe sur ce mercato-là, pourraient venir à Marseille. Quid de Paul Pogba ? On en parle évidemment beaucoup. Mehdi Benassir raconte dans l'équipe ce matin qu'ils se sont parlé. Mais est-ce que ça peut se faire ? Et si oui, quand ? Alors déjà, la condition pour que Paul Pogba vienne à Marseille, elle est très simple. Il fallait qu'il signe avant lundi 23h. À partir du moment où il n'a pas signé, il ne peut pas rejoindre Marseille sur cette deuxième partie de saison. On sait qu'il y a une possibilité pour lui de jouer à partir du mois de mars. Je crois savoir qu'il y avait 3 conditions en fait dans ce dossier-là. Paul Pogba, il y avait d'abord que l'entraîneur donne son aval, chose qu'a faite Roberto De Zerbi. Il était tout à fait prêt à accueillir Paul Pogba. Il y avait une autre problématique qui était la problématique financière. On sait qu'un joueur comme ça coûte très cher. On se souvient de ses transferts de Manchester à la Juve, de la Juve à Manchester United. On sait que ça coûte très très cher en salaire, sauf que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Et là aussi, ça ne posait pas de soucis majeurs, parce que il acceptera, Paul Pogba, de faire un effort. Il sait très bien qu'il ne peut pas réclamer ce qu'il réclamait il y a encore quelques mois. Donc ça, c'était la deuxième condition. Et puis la troisième, et il l'a évoqué aussi dans cette interview accordée à nos confrères de l'équipe, c'était de savoir dans quelle mesure il pouvait intégrer Paul Pogba sans déséquilibrer le vestiaire. Un garçon comme Paul Pogba, si vous l'emmenez à Marseille, vous savez très bien que peu importe d'ailleurs à Marseille ou dans notre club, on va parler de lui. Il prend de la place. Il prend beaucoup de place médiatiquement, il passe pas inaperçu, c'est une vraie star. S'il arrive en Ligue 1, Paul Pogba, c'est peut-être la star du championnat. Donc il fallait aussi gérer ça. Il n'est pas prêt à jouer tout à fait. Toute la lumière allait être sur lui, donc il y avait cette espèce d'équilibre à trouver qui est cher aux dirigeants de Marseille, et je pense que c'est pour ça, c'est la grande raison pour moi, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Et maintenant reste à savoir s'ils vont se repositionner l'été prochain. Là aussi, si à la Ligue des Champions, forcément ça va faciliter les choses, il y aura beaucoup plus de possibilités, de latitude financière, et pour moi la clé dans ce dossier, c'est de savoir si Paul Pogba, justement, d'ici au prochain mercato, est-ce qu'il va trouver un club, oui ou non. S'il est libre, pour moi Marseille a ses chances. Rémi. Ouais, mais c'est un coup pour Julien Fournier, parce que vous êtes plutôt récidif du fait avec les Balotelli à l'époque, les Hatem Ben Arfa. Vous pensez quoi justement de ces noms qui sont évoqués par les dirigeants marseillais, auxquels les dirigeants marseillais ont pensé? C'est plutôt audacieux ou c'est plutôt tout simplement intelligent? C'est les deux. C'est audacieux, c'est intelligent. Je trouve que j'ai lu le papier de Mehdi ce matin dans l'équipe, que je trouve très intéressant. En tout cas, il a été extrêmement transparent sur la manière dont ils ont réfléchi. Il dit en toute transparence qu'ils ont pensé à Pogba, qu'ils ont analysé la situation, et il a expliqué les raisons pourquoi ils n'étaient pas allés plus loin. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais Marseille, de toutes les manières, dans sa situation, à savoir avec l'ambition qu'ils ont, des moyens importants, mais pas non plus illimités, sont obligés de... J'aime pas le terme tenter des coups, mais en tout cas avoir de l'audace, et ils en ont eu par exemple avec Greenwood aussi, et qui était extrêmement décrié à son arrivée. Et voilà, c'est un mélange d'audace, de courage, mais aussi d'intelligence, je trouve. Julien, vous pensez que Mehdi Benassia fait du bon boulot pour l'instant, l'Olympique de Marseille, dans l'ensemble, la nouvelle direction sportive marseillaise? Ouais, moi j'ai toujours du mal à personnifier les réussites ou les échecs. Ce qui veut dire que, bien sûr, que les gens qui ont les responsabilités doivent les assumer, notamment Mehdi et Pablo, mais je pense qu'ils forment une équipe de travail. Il y a le coach, il y a le président, il y a Mehdi. Et moi j'aime bien ce qu'ils font. J'étais un peu sur le mercato de janvier, je regrettais un peu de voir les joueurs qui étaient arrivés cet été repartir aussi vite, mais sans en avoir tous les tenants, les aboutissants. Et une fois encore, le papier de Mehdi ce matin est très révélateur.
parce que ce qu'il dit en 2 mots, sans le paraphraser, mais c'est de dire oui, ce sont des joueurs qui ont de la qualité, on les a recrutés, on a mis de l'argent dessus, mais en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'il y a de le plus difficile à évaluer quand vous faites du recrutement, on se rend compte que l'état d'esprit par rapport à ce que souhaitaient les dirigeants marseillais, notamment le travail, l'ambition, l'implication, n'était peut-être pas au rendez-vous. Et c'est vrai que dans ces situations-là, j'ai envie de dire que parfois il faut trancher dans le vif, et ce qu'ils ont su faire. Donc à la lecture du papier de Mehdi, je trouve que c'est plutôt une bonne décision. Alors dans un mercato, que ce soit d'été ou d'hiver, il se passe toujours des histoires assez rocambolesques. Fabrice, avec toi, on va détailler 2 histoires de transfert. On va commencer par celle d'Axel Disasi, le joueur de Chelsea qui a donc rejoint Villa cet hiver. Oui, la situation à la base, elle paraissait plutôt simple puisqu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea. Axel Disasi, il y a un bon de sortie qui semblait lui être donné. 15 jours avant le début du mercato, les dirigeants de Chelsea lui expliquaient que il laisserait partir assez tranquillement, assez facilement. Plusieurs clubs se sont positionnés, Tottenham, Wolverhampton, Aston Villa. Et donc, assez rapidement, lui a fait comprendre qu'il ne partirait ni à Wolverhampton ni à Tottenham. Sauf que le problème, c'est que eux, les dirigeants de Chelsea, voulaient qu'il ne parte pas à Aston Villa. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord avec Tottenham, mais ils ne souhaitaient pas que que Axel Disasi parte à Aston Villa, tout simplement parce qu'en fait, c'était un concurrent. Forcément, le joueur, lui, il voulait partir à Aston Villa parce que c'était plus intéressant pour lui. Ça a négocié, et on se retrouve en fait 2 heures avant la clôture du mercato, et il n'y a toujours pas de solution. Lui, avec son sac, son entourage, il est prêt à partir, sauf qu'il ne sait toujours pas s'il va réussir à trouver un transfert. Après, il y a des scènes assez lunaires avec le propriétaire de Tottenham qui essaye un petit peu de forcer la main, ça passe pas, et là il a vraiment montré une force de caractère, et je pense que Julien a dû vivre ces situations-là dans le mercato où c'est un petit peu tendu, et où finalement le joueur doit aussi prendre un petit peu ses responsabilités et se positionner clairement. Et lui a dit non, moi j'irai à Aston Villa, je suis prêt à faire des concessions, mais j'irai absolument pas à Tottenham. Et ça, ils l'ont compris, les dirigeants de Chelsea. Et finalement, sur le gong presque, ils le laissent filer à Aston Villa, qui est pour le coup un concurrent. Vous avez souvenir de joueurs inflexibles comme ça lors d'un mercato, Julien Fournier ? Très sincèrement, alors il faudrait que je réfléchisse, mais je crois pas. Non, j'ai pas eu de... dans ces situations-là où un joueur doit partir, non, j'ai pas eu... Ou l'inverse. On a toujours essayé... Ouais... Non, on a fait des joueurs sur le gong, bien sûr. Mais... Ouais, exactement, une situation où vous voulez recruter un joueur et qui se positionne vraiment pour aller chez vous et pas ailleurs. On a eu Hatem, notamment, puisque Hatem, je rappelle, quand il était arrivé, c'était au mois de janvier, et puis ensuite il y a eu un problème avec la FIFA, et puis il n'a pu être enregistré qu'au mois de juillet, et dans cet intervalle-là, il a été pas mal sollicité, mais il savait que c'était à Nice qui voulait venir. On a eu aussi Younes Belhanda, où là, pour le coup, ça s'est fait sur le gong à la fin, et en provenance de Kiev. Mais voilà, il faudrait que je cherche plus loin dans ma mémoire, mais comme ça, c'est les seuls exemples qui me viennent. Voilà. Autre coulisse intéressante de ce marché hivernal, le départ de Kuzanov de Lens à Manchester City. Comment ça s'est opéré, Fabrice ? Ouais, c'est intéressant parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. À la base, Lens, il voulait simplement le vendre évidemment au meilleur prix possible, et ensuite se le voir prêter jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'était le plan initial. Sauf que très rapidement, de par les clubs qui sont arrivés, ils ont compris qu'ils pouvaient en tirer un prix très intéressant. Après, c'était aussi toute la stratégie autour de Diego Lopez, qui s'occupe du sportif à Lens, qui a mis en place un peu une stratégie, notamment avec l'agent Jorge Mendes, qui a eu un mandat. Ça a été critiqué, mais le fait que Jorge Mendes aussi rentre dans la boucle, ça a permis de faire monter les enchères, de faire gonfler un petit peu la bulle spéculative. Et les premières, moi ce qu'on m'a dit, et ça m'a un peu étonné, les premières offres qu'ils avaient pour Kuzanov, c'était autour de 3 millions d'euros. Ça finit à 40 millions d'euros plus 10 millions de bonus. L'inflation. Donc c'est absolument extraordinaire. Non, il y avait pas mal de clubs. Il y avait la Juve, il y avait Tottenham là aussi pour Kuzanov. Il y avait Manchester United, il y avait Chelsea, le Paris Saint-Germain qui a été cité. Lui n'était pas forcément candidat. Mais c'est vrai que tous ces clubs-là qui étaient présents et qui ont pu faire monter justement cette bulle spéculative a permis à Kuzanov de partir à 40 millions d'euros plus 10, sachant qu'il avait été acheté quand même 100 000 euros. C'est une très très belle culbute de la part des Lensois. C'est l'une des plus belles plus-values de l'histoire, je pense. Tu nous diras un mot du PSG dans un instant, mais on voulait également, Rémi,
détailler, revenir sur le mercato chamboule-tout du Stade Rennais. C'est peu de le dire parce que c'était le grand animateur de ce mercato hivernal avec, en grosso modo, parce qu'entre les prêts, tout ça, les retours, il y a eu 7 arrivées payantes, il y a eu 8 départs. Donc en termes d'arrivées, ça s'est monté à plus de 70 millions d'euros. Voilà, c'était un entraîneur qui a été limogé, un autre qui est arrivé. Donc forcément, il y a eu beaucoup de mouvements. Et d'ailleurs, le board rennais s'est dit qu'il fallait peut-être faire une conférence de presse pour parler et expliquer ce qui s'était réellement passé et donner les raisons de tout ce chamboulement. Et du coup, on va écouter Frédéric Massara, le directeur sportif de Rennes, qui a donné des éléments de réponse d'ailleurs sur ce mercato. Depuis cet été, un changement de cycle évident qui a amené à faire des choix et a mené à beaucoup changer en un seul mercato. Bien évidemment, malgré certains joueurs aient impacté très positivement au début, après ils ont été un peu engloutis dans une situation qui a été jusqu'à présent négative. On avait le devoir, après avoir fait des changements de coach, de sauvegarder même les investissements. Et certains de ces joueurs qui ne s'épanouissaient pas encore, mais qui avaient encore un marché très vivace autour d'eux, on a considéré que c'était mieux de sauvegarder la valeur et de les transférer et de corriger si c'était le cas, parce que c'était le cas. La situation actuelle n'est bien évidemment pas celle qu'on s'attendait, mais on a été lucide et on a voulu justement apporter ces corrections pour faire en sorte que le club puisse repartir tout de suite. Et je me permets d'ajouter immédiatement, et je dois remercier le soutien de la propriété qui a vraiment appuyé et nous a aidés pour faire ce nouveau changement. Là, il n'y a pas de question personnelle. Ici, il y a le Stade Rennais, il y a un club. Et moi, en tant que la fonction que je représente, je travaille pour faire en sorte que les choses aillent pour le mieux pour le Stade Rennais. Ce n'est pas une question d'orgueil personnel si un joueur marche ou ne marche pas. Ce que je peux dire, c'est que déjà un des joueurs qui est arrivé avec beaucoup d'espoir, qui est reparti comme Jota, je ne vais pas citer tous les exemples, il est reparti en récupérant plus de ce qui a été investi cet été. Et notre devoir, c'est justement de sauvegarder la valeur, de construire une équipe qui soit forte, qui soit compatible au projet du club. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Et on doit être lucide et correct dans ce sens-là. Puis, les responsabilités, je me les prends toutes. Mais il y a un seul intérêt, c'est que l'équipe soit forte et qu'elle reparte. Et je pense vraiment que là, on sort d'un mercato qui a apporté des choses importantes pour le présent et pour le futur de cette. Il n'a pas beaucoup dormi, l'ami Massara, ces derniers temps. Il y a quelques On voit que ça a beaucoup bossé durant ce mercato. Julien, vous pensez quoi de ce qu'a dit Frédéric Massara du coup là, on a envie d'être à sa place parce qu'on se dit c'est aussi ce qui fait le sel du mercato, où on se dit vu les cernes qu'il a, le pauvre, on est bien content de ne pas être à sa place justement. C'est compliqué. Encore une fois, c'est toujours avoir une analyse extérieure sans avoir les tenants, les aboutissants. Mais je trouve que et puis il le dit, je pense qu'ils se sont trompés. Je pense que c'est un club où il y a eu, si reprenez même les 3 dernières années, il y a eu énormément de changements, sans arrêt. Moi, j'ai pas compris la nomination de l'entraîneur à l'époque, Julien Stéphan, et Dieu sait si j'ai rien contre Julien, bien au contraire. Mais j'avais le sentiment, en tout cas c'est la lecture que j'en avais faite, qu'il avait été un peu imposé par l'actionnaire sans validation du directeur sportif de l'époque. Déjà, quand il y a des prises de décision comme ça, pour moi, il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur du club. Ensuite, passer de Julien Stéphan à Sampaoli, j'ai pas trop compris la cohérence. Un mercato d'été où au mois de janvier, c'est effectivement du chamboule-tout et on repart de zéro. Un nouvel entraîneur qui arrive, Habib. Voilà, j'ai l'impression que c'est un club qui a du mal à être aujourd'hui, à avoir une vraie constance dans la direction. Il y a le départ des présidents, des directeurs sportifs. Et dans ce contexte-là, c'est extrêmement compliqué de performer sur la durée. Donc, notre ami Massara, effectivement, il a l'air fatigué. Mais je sais que c'est un métier, on en rigolait tout à l'heure, mais c'est un métier qui est
extrêmement usant et il faut être parfaitement frais pour faire ce métier-là. Et ouais, il a dû vivre 6 mois compliqués. Mais ça va, il est qu'à Rennes, hein. Il y a d'autres clubs où c'est encore plus bouillant, j'ai envie de dire. Ouais, et d'ailleurs, il est plus ou moins aussi sur la sellette, hein, Frédéric Massara, parce que si ça marche pas encore là, bon, on sait comment ça peut se passer. Pour lui, prochain match pour le Stade Rennais dans cette opération maintien, ce sera à Saint-Etienne, dimanche soir à 21h. Une info PSG, une info importante pour un poste dont on a beaucoup parlé cette dernière semaine, Fabrice. Le poste de gardien de but, on dit que Lucas Chevalier serait la piste prioritaire du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de prolonger Gianluigi Donnarumma et c'est ce qu'on vous révèle en exclusivité sur RMC Mercato. Les relations se sont réchauffées entre Gianluigi Donnarumma et la direction du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on révélait sur RMC il y a encore quelques semaines que les négociations étaient un petit peu en stand-by. Il y avait un trop gros écart en fait entre ce que demandait Gianluigi Donnarumma et ce que pouvait offrir le Paris Saint-Germain. Mais les discussions se poursuivent, se passent plutôt bien. D'ailleurs, en fait, la clé de ce dossier, c'est que, comme vous savez, il est arrivé libre, Gianluigi Donnarumma, donc avec un salaire énorme, et les contrats qui étaient proposés à cette époque-là ne sont plus proposés de la même manière. Aujourd'hui, il y a une partie qui est fixe et une partie qui est liée notamment aux performances et surtout aux matchs joués. Et ça, son entourage doit l'intégrer, doit l'accepter et doit tenter de composer pour trouver la meilleure solution avec la direction sportive parisienne. Mais sur le principe, et c'est ce qui est important, Gianluigi Donnarumma veut prolonger, le Paris Saint-Germain veut le prolonger également, donc toutes les parties sont confiantes pour que ça puisse se passer. Ensuite, et je réponds à ta question sur Lucas Chevalier, ce serait mentir que de dire qu'aujourd'hui les dirigeants du Paris Saint-Germain n'apprécient pas ce gardien. Tous les observateurs, je pense, apprécient et regardent avec attention ce que fait Lucas Chevalier à Lille. Maintenant, c'est vrai qu'en prolongeant Gianluigi Donnarumma, et aujourd'hui c'est la tendance, je vois pas comment Lucas Chevalier peut venir dans un rôle de numéro 2 ou de 1 bis. Et à cela, il faut ajouter, au-delà de la concurrence qui pourrait s'installer et qui va inévitablement s'installer, que c'est Olivier Létang, ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui président de Lille, qui va vendre à Paris. Et quand je vois comment ça s'est passé un petit peu les négociations, notamment pour les Nioro, mon petit doigt me fait dire qu'il va demander quand même un prix très très salé. Et ça, je pense pas que ce soit du goût des dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc voilà, en gros, il est apprécié par la direction parisienne, mais pour l'instant, Lucas Chevalier, il est quand même assez loin de Paris. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces infos et on te lit évidemment sur rmcsport.fr. Avec plaisir, pour les merci infos. messieurs. Mercato,